Des brutes ont humilié le nouveau professeur, ignorant qu'il était un assassin d'élite en mission d'infiltration. Mathieu Dubois avait appris à être ingénieux durant ses années de mission secrète à travers l'Europe de l'Est. Il ne tolérait pas le chaos dans son espace personnel, tout devait être précis et organisé. L'ordre était synonyme de survie. L'histoire commence avec Mathieu Dubois, un agent hautement qualifié et ancien commandant des forces spéciales, achevant ce qui allait être sa dernière mission autorisée aux côtés de son équipe tactique d'élite. Ils avaient infiltré et neutralisé avec succès une cellule terroriste à Prague, mais à leur retour, des nouvelles troublantes les attendaient. L'opération qu'ils venaient de mener s'est avérée totalement non autorisée par leurs supérieurs. Cette révélation a provoqué une onde de choc au sein de l'équipe, et en conséquence directe, ils ont tous été immédiatement démis de leurs fonctions. Sans paramètres de mission à suivre et sans chaîne de commandement à laquelle rendre compte, les membres de l'équipe se sont dispersés dans leurs vies civiles respectives. Mathieu, désormais au chômage et sans but, a décidé de retourner dans sa ville natale de Nice pour se reposer et contempler son avenir incertain. La transition d'agent d'élite à civil a été brutale, le laissant se sentir déplacé et agité. Le récit se déplace vers la zone métropolitaine animée de Nice, où la caméra se concentre sur Sophie Lemaire, une enseignante dévouée et passionnée au lycée Victor Hugo. Sophie était en plein milieu d'un cours de littérature engageant, complètement absorbée par l'aide à ses élèves pour comprendre des thèmes complexes dans des romans classiques. Sa salle de classe était généralement un havre d'apprentissage et de croissance intellectuelle. Cependant, cet environnement académique paisible a été violemment perturbé lorsque le chaos a éclaté sur tout le campus de l'école. Une attaque vicieuse et coordonnée a éclaté entre plusieurs élèves, et il est rapidement devenu évident qu'il ne s'agissait pas simplement d'une altercation spontanée. L'ensemble de l'incident semblait être méticuleusement planifié et orchestré pour cibler un élève vulnérable spécifique. Sophie et son collègue, M. Martin, se sont courageusement précipités dans la mêlée pour intervenir dans l'agression brutale. Malgré un danger personnel important, ils ont réussi à séparer les combattants et à protéger l'élève victime d'autres blessures. Étonnamment, l'élève qu'ils avaient sauvé a insisté sur le fait qu'il n'avait pas eu besoin de leur aide, essayant manifestement de préserver sa réputation et d'éviter d'être perçu comme faible ou sans défense. Suite à l'incident violent, Sophie a tenté d'entrer en contact avec le principal instigateur de l'attaque, un adolescent menaçant nommé Enzo Morel. Enzo était loin d'être un fauteur de troubles ordinaires. Il était le chef craint et impitoyable d'une organisation criminelle connue sous le nom des Vipères Rouges. Avec une approche maternelle mais ferme, Sophie a essayé de le toucher, lui parlant avec une sincère préoccupation concernant ses perspectives d'avenir et l'encourageant à reconsidérer sa voie destructrice. Enzo la regarda avec des yeux froids et calculateurs, se moquant ouvertement de ses tentatives d'intervention et lui adressant un avertissement glaçant de se mêler de ses affaires. Il s'éloigna ensuite avec une arrogance délibérée, indiquant clairement qu'il n'avait absolument aucune intention de tenir compte de ses conseils ou de changer de comportement. Toujours ébranlés mais déterminés à agir, Sophie et M. Martin se sont immédiatement rendus auprès du proviseur, M. Dupont, pour signaler l'incident et la menace directe d'Enzo. Ils ont instamment pressé le proviseur de prendre des mesures disciplinaires décisives contre Enzo et ses associés criminels, surtout après que Sophie ait révélé qu'elle avait été personnellement menacée de violence. Cependant, M. Dupont a rejeté leurs préoccupations légitimes, affirmant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves concrètes pour justifier l'expulsion d'Enzo de l'école. Sophie est devenue visiblement frustrée et a quitté le bureau administratif en trombe, déclarant qu'elle rassemblerait les preuves nécessaires pour forcer une action. Lorsque Sophie a atteint son véhicule sur le parking de l'école après la fin des cours, elle s'est retrouvée complètement encerclée par des membres du gang des Vipères Rouges. Les serrures de la porte de sa voiture avaient été délibérément sabotées avec du chewing-gum durci, ce qui lui rendait extrêmement difficile l'entrée.
Les membres du gang l'ont nargué et harcelé sans relâche, riant méchamment et lançant des insultes grossières alors qu'elle se débattait désespérément avec ses clés. Enzo lui fit un geste obscène, mais Sophie refusa de se laisser intimider ou intimider par leur tactique. Elle lui rendit audacieusement le même geste, mais l'inversa comme un acte de résistance défiant. Réussissant finalement à déverrouiller la porte de sa voiture, elle s'éloigna en voiture, tandis que le gang continuait à crier des commentaires offensants et menaçants derrière elle. En arrivant chez elle, Sophie fut soulagée et réconfortée de trouver Mathieu qui l'attendait. Elle courut dans ses bras forts, ressentant à la fois bonheur et soulagement de le voir, après leur longue séparation. Mathieu expliqua qu'il avait été libéré honorablement de son service militaire, et ils passèrent la soirée à discuter de leur avenir ensemble, se demandant quelle voie de carrière il pourrait suivre maintenant que ses jours dans l'armée étaient derrière lui. Peu de temps après, Mathieu reçut un message vocal intrigant de l'un de ses anciens coéquipiers, Thomas Leclerc. Il y avait une opportunité d'emploi potentiellement lucrative qui pourrait fournir une compensation financière substantielle pour ses compétences spécialisées. Ils ont convenu de se rencontrer dans une discothèque chic pour discuter des détails de cette proposition mystérieuse. Thomas, l'un des coéquipiers les plus fiables de Mathieu, l'a exhorté à considérer sérieusement cette opportunité. Ils ont présenté Mathieu aux clients potentiels et à un concurrent nommé Victor Orlov. Orlov s'avérerait plus tard être un individu extrêmement dangereux qui tenterait d'éliminer Mathieu lorsque leurs chemins se croiseraient à nouveau. Mathieu a rapidement découvert que l'emploi proposé consistait à assurer la sécurité armée des expéditions de drogues illégales et à les protéger des organisations criminelles rivales et de l'ingérence des forces de l'ordre fédéral. Ce type de travail criminel était fondamentalement en conflit avec les principes moraux et l'éthique professionnelle de Mathieu. C'était un homme d'une intégrité inébranlable qui refusait de participer à des activités illégales, quelles que soient les incitations financières offertes. Mathieu a refusé l'offre d'emploi criminel, expliquant qu'il y avait une différence fondamentale entre un soldat professionnel et un tueur mercenaire. La distinction résidait dans leur boussole morale et leur volonté de franchir les frontières éthiques. En conséquence, Orlov accepta le poste à la place, commençant sa descente dans la pègre criminelle. Le lendemain matin, Sophie a décidé d'aller faire son jogging régulier le long du front de mer pittoresque près de chez eux. Elle ignorait complètement qu'un membre du gang des Vipères Rouges se cachait dans l'ombre, attendant l'occasion idéale pour frapper. Alors qu'elle courait devant sa position dissimulée, il a soudainement émergé et a lancé une agression vicieuse, la frappant au genou avec un tuyau métallique et poursuivant son attaque brutale. Heureusement, Mathieu faisait de l'exercice à proximité et a entendu l'agitation. Il a immédiatement sprinté vers son emplacement, arrivant juste à temps pour effrayer l'attaquant avant que des dommages plus graves ne puissent être infligés. Il a rapidement transporté Sophie à la salle d'urgence de l'hôpital le plus proche pour un traitement médical et une évaluation immédiate. Pendant qu'elle se remettait de ses blessures, Sophie a partagé ses fortes suspicions avec Mathieu. Elle croyait fermement que l'attaque avait été soigneusement planifiée et coordonnée, impliquant probablement des individus corrompus au sein de l'administration scolaire. Elle a supplié Mathieu de gérer son absence de l'école au cours des prochains jours et a demandé qu'il passe les appels téléphoniques nécessaires pour couvrir ses responsabilités. Témoin de la profondeur de sa blessure et de sa terreur, Mathieu a solennellement promis qu'il ne permettrait plus que quoi que ce soit lui arrive. Il a juré que quiconque était responsable de cette attaque lâche en subirait de graves conséquences pour ses actes. Après s'être assuré qu'elle était à l'aise et en sécurité, il l'a laissée se reposer et a commencé à élaborer un plan pour se faire passer pour un professeur remplaçant à sa place. Mathieu était déterminé à identifier les responsables de l'attaque et à les traduire en justice par tous les moyens nécessaires. Lui et son ancienne équipe tactique ont conçu un plan élaboré pour infiltrer le système scolaire. Pour dissimuler sa véritable identité et son lien personnel avec Sophie, il a adopté le pseudonyme de David Vincent.
Utilisant cette fausse identité, il a soumis une demande d'emploi au district scolaire et a été rapidement invité à un entretien. Au cours du processus d'entretien, le proviseur Dupont est apparu amical et accueillant en surface. Il informa M. Vincent qu'il serait placé en période probatoire à des fins d'évaluation. Vincent assura au proviseur qu'il remplirait ses fonctions au mieux de ses capacités en tant que remplaçant temporaire de Sophie. Bien qu'il ait maintenu une attitude calme et professionnelle tout au long de l'entretien, Vincent était entièrement concentré sur sa mission cachée. Identifier et dénoncer les individus responsables de l'attaque de Sophie et découvrir toute corruption au sein de l'administration de l'école. Lors de son premier jour d'enseignement, Vincent entra dans une salle de classe remplie d'élèves irrespectueux et complètement chaotiques. La pièce était bruyante et totalement désorganisée. Mais Vincent ne laissa pas le désordre ébranler son sang-froid. Il se dirigea calmement vers le devant de la salle de classe et commença à faire l'appel, observant attentivement le comportement et l'attitude de chaque élève. En étudiant les interactions des élèves, il commença à comprendre la gravité des problèmes qui affligeaient l'école. De nombreux élèves ont montré un mépris total pour l'éducation et les mesures disciplinaires étaient pratiquement inexistantes dans tout l'établissement. Plus tard, dans la salle de pause des professeurs, Vincent a renoué avec M. Martin et a été présenté à la bibliothécaire de l'école, Emma Collin. Au cours de leur conversation, Martin a expliqué à quel point le gang des Vipères Rouges était devenu dangereux et influent dans l'environnement scolaire. Le gang avait établi le contrôle par l'intimidation, la peur et la violence. Emma a ajouté sa suspicion que le gang pourrait être directement responsable de l'attaque de Sophie. Elle a même laissé entendre que le proviseur Dupont pourrait collaborer avec l'organisation criminelle, bien que Martin ait défendu la réputation de Dupont, mentionnant qu'il était un ancien policier qui ne s'engagerait pas dans de telles activités corrompues. Malgré la défense du proviseur par Martin, Vincent est devenu de plus en plus méfiant quant aux véritables motivations et loyauté de Dupont. Lors d'une réunion privée avec le proviseur, Vincent a remarqué plusieurs détails inhabituels qui ne correspondaient pas au style de vie d'un éducateur typique. Plus particulièrement, Dupont portait une montre en or coûteuse qui semblait bien au-delà de la portée financière du salaire d'un administrateur d'école publique. Leur conversation est devenue une subtile bataille psychologique, chaque homme testant soigneusement les connaissances et les intentions de l'autre. Ils ont échangé des commentaires calculés, conçus pour évaluer les réactions et révéler des informations cachées. Vincent a commenté la confiance apparente de Dupont en portant des bijoux aussi précieux dans un environnement scolaire prétendument dangereux. Dupont a répondu en démontrant sa méthode de maintien du contrôle sur la population étudiante, suggérant que le pouvoir et l'intimidation étaient des outils plus efficaces que la justice et l'équité. Cette philosophie n'a fait qu'approfondir les soupçons de Vincent quant au véritable caractère du proviseur et à ses éventuelles relations criminelles. Ce soir-là, Vincent a renoué avec son ancienne équipe militaire et a exposé un plan de surveillance complet. Ils installeraient secrètement des caméras cachées dans toute l'école pour surveiller les mouvements et les activités des membres des Vipères Rouges, recueillant des preuves concrètes de leurs opérations criminelles. Certains membres de l'équipe ont initialement exprimé des réserves quant au plan, mais finalement, la plupart ont accepté de participer à l'opération secrète. Le lendemain en classe, Vincent a commencé une leçon sur la stratégie et les tactiques militaires. Alors qu'il tournait le dos pour écrire au tableau noir, un élève nommé Kevin a jeté une canette d'aluminium écrasée sur sa tête. Avec des réflexes fulgurants développés au cours d'années d'entraînement au combat, Vincent a attrapé le projectile en plein vol et l'a immédiatement renvoyé, frappant Kevin directement au front. Les élèves ont été choqués et stupéfaits par cette démonstration de vitesse et de précision. Kevin s'est levé, prêt à se battre avec ses camarades de classe qui l'encourageaient agressivement. Cependant, Vincent s'est facilement défendu en utilisant des techniques de retenue non létales. Il a tordu le bras de Kevin et l'a cloué au sol sans utiliser une force excessive ni causer de blessures graves.
Vincent s'est ensuite approché d'un autre élève nommé Miguel, qu'il avait observé portant un outil métallique aiguisé. Il a calmement demandé à Miguel de rendre l'arme. Lorsque Miguel a refusé d'obtempérer, Vincent a saisi son poignet et a appliqué une pression précise sur un point nerveux, ce qui l'a immédiatement fait tomber l'objet dangereux. Cette action décisive a envoyé un message clair à toute la classe que Vincent n'était pas un professeur remplaçant typique qui pouvait être facilement intimidé ou manipulé. À partir de ce moment, la salle de classe est devenue complètement silencieuse et respectueuse. Vincent a pris le contrôle total de l'environnement d'apprentissage et a commencé à donner une leçon engageante, gagnant progressivement le respect des élèves grâce à sa combinaison de force et de connaissances. Kevin et Miguel se sont rendus plus tard à l'infirmerie de l'école et ont signalé l'incident au proviseur Dupont. Dupont a rapidement dépêché l'agent de sécurité de l'école, Franck, dans la salle de classe de Vincent pour enquêter sur la situation. Cependant, lorsque Franck est arrivé, il a découvert quelque chose de complètement inattendu. La salle de classe était paisible et ordonnée, avec des élèves assis attentivement et participant activement à la leçon. Franck a été déconcerté par ce contraste frappant avec le chaos signalé et est retourné voir Dupont avec ses observations surprenantes. Surpris par cette évolution positive, Dupont a décidé de reporter toute mesure disciplinaire et d'attendre de voir comment la situation allait évoluer. Au fur et à mesure que la séance de cours se poursuivait, Enzo Morel, le chef des Vipères Rouges, a tenté d'intimider Vincent en lui demandant s'il avait déjà été abattu au combat. La question était conçue pour le déstabiliser, mais Vincent est resté complètement calme et insensible à la pression psychologique. Plus tard dans la journée, Vincent a surveillé l'école à travers les caméras de surveillance cachées qui avaient été installées par son coéquipier Julien. Tout en regardant attentivement les moniteurs, il a observé le proviseur Dupont se diriger résolument vers sa salle de classe avec des intentions manifestement hostiles. Réagissant rapidement, Vincent a tout arrangé pour que cela paraisse complètement normal et professionnel. Lorsque Dupont est entré dans la salle de classe, il a immédiatement soulevé une grave préoccupation concernant d'éventuelles poursuites judiciaires intentées par les parents des élèves. Dupont a exigé que Vincent présente des excuses publiques pour éviter le licenciement. Cependant, Vincent était bien versé dans le droit du travail et les procédures juridiques. Il a souligné qu'il ne pouvait pas être licencié sans suivre les protocoles de licenciement appropriés, y compris un délai de préavis obligatoire de 2 semaines. Sa position juridique ferme a déstabilisé Dupont, qui ne s'attendait pas à une résistance aussi bien informée de la part d'un professeur remplaçant. Devenant de plus en plus méfiant quant à la confiance et aux connaissances juridiques de Vincent, Dupont a ordonné une enquête approfondie sur ses références et ses antécédents professionnels. Cependant, l'enquête n'a révélé que les faux documents soigneusement élaborés et les faux enregistrements que Vincent et son équipe avaient stratégiquement plantés dans le cadre de leur opération d'infiltration profonde. Plus tard, ce soir-là, Vincent a ramené Sophie de ses rendez-vous médicaux. En entrant dans leur maison, elle a découvert une lettre sincère de plusieurs de ses élèves exprimant leur gratitude pour son dévouement et sa préoccupation pour leur bien-être. Touchée par ce geste d'appréciation inattendu, Sophie a commencé à pleurer émotionnellement. Vincent a tenté de la réconforter, mais leurs émotions exacerbées ont conduit à une dispute mineure au sujet des risques qu'ils prenaient. Malgré leur désaccord temporaire, les deux se souciaient clairement profondément l'un de l'autre et restaient attachés à leur mission commune de protéger les élèves. Le lendemain matin, Vincent est retourné en classe prêt à continuer à enseigner. Enzo Morel et son groupe d'associés criminels sont entrés dans la pièce avec un retard important, essayant manifestement de provoquer une confrontation. Vincent a abordé le retard d'Enzo, lui attribuant des travaux académiques supplémentaires en conséquence. Enzo a demandé sarcastiquement s'il devait écrire des excuses au tableau noir 10 fois. Vincent a aggravé la punition, exigeant qu'il l'écrive 100 fois à la place.
Réalisant qu'il ne pouvait pas ouvertement défier l'enseignant sans faire face à des conséquences plus graves, Enzo a accepté, mais pas avant de lancer une menace voilée. Refusant de se laisser intimider, Vincent a modifié la dynamique de la salle de classe en initiant une discussion approfondie et significative sur l'avenir des élèves, leurs objectifs et les conséquences à long terme de leur choix de vie actuel. Lentement, les élèves ont commencé à s'engager sincèrement, leurs attitudes défensives s'estompant progressivement lorsqu'ils ont réalisé que Vincent essayait sincèrement de les aider à envisager des possibilités au-delà de leur situation actuelle. La discussion est devenue émotionnellement puissante et éclairante, forçant les élèves à affronter des réalités difficiles au sujet de leur situation. Une fois la leçon terminée, Dupont est réapparu de façon inattendue, cette fois félicitant Vincent pour sa gestion efficace du comportement perturbateur d'Enzo. Dupont a semblé sincèrement impressionné que Vincent ait maintenu le contrôle de la salle de classe sans recourir à la violence ou à des mesures disciplinaires excessives. Il a invité Vincent à le rencontrer en privé plus tard dans la journée pour discuter de ses méthodes d'enseignement et de sa philosophie. À l'insu de Vincent, cependant, Dupont avait des plans entièrement différents. Le même jour, il a secrètement organisé une réunion avec Enzo Morel pour organiser une agression violente contre Vincent. Il pensait qu'il était temps de l'éliminer définitivement avant qu'il ne puisse découvrir davantage de leurs opérations criminelles. Heureusement, Vincent anticipait déjà une telle décision. Il avait surveillé leur réunion secrète à travers les caméras de surveillance et a commencé à se préparer en conséquence. À la tombée de la nuit, Vincent s'est équipé d'un équipement de protection, y compris un gilet pare-balles, et a choisi une position défensive stratégique dans la bibliothèque de l'école. Enzo et un groupe de criminels armés embauchés par Dupont ont fait irruption dans la bibliothèque, initiant une confrontation violente. Vincent s'est défendu avec une efficacité mortelle, utilisant son entraînement avancé au combat militaire. Un par un, il a systématiquement vaincu les assaillants, les maîtrisant et jetant leurs corps inconscients par les fenêtres de la bibliothèque. Juste au moment où Vincent était sur le point de s'occuper d'Enzo, l'un des membres du gang a récupéré son arme et a tiré directement sur Vincent. Heureusement, son gilet pare-balles a absorbé l'impact. Enzo a ordonné au tireur de tuer la bibliothécaire Emma Collin pour éliminer les témoins potentiels. Cependant, lorsque les assaillants ont pensé avoir tué Vincent avec succès et se sont dirigés vers Emma, Vincent a révélé qu'il était bel et bien vivant et fonctionnel. Il a jeté le tireur par la fenêtre sur ses complices en contrebas, laissant Enzo choqué et déconcerté par l'apparente invincibilité de Vincent. Plus tard, Dupont quittait le bâtiment lorsqu'il a rencontré Vincent, qui est apparu calme et complètement imperturbable par la violence récente. Surpris et déconcerté par la survie de Vincent, Dupont a tenté de dissimuler son choc et de maintenir sa façade innocente. Vincent a joué le jeu de la tromperie, faisant semblant que rien d'inhabituel ne s'était produit et demandant nonchalamment à Dupont au sujet de leur réunion prévue. Pris complètement au dépourvu, Dupont a marmonné qu'il était trop tard pour leur discussion, et les deux se sont séparés sans révéler la vérité sur la tentative d'assassinat. Pendant ce temps, M. Martin a rendu visite à Sophie à la maison pour lui apporter du réconfort et un soutien émotionnel pendant sa convalescence. Au cours de leur longue conversation, Martin a commencé à relier divers éléments d'information qu'il avait observés. Sur la base de sa connaissance de la situation et du comportement inhabituel de Vincent, il a commencé à soupçonner que Vincent pourrait en fait être Mathieu Dubois, le mari de Sophie et ancien agent des forces spéciales. Ailleurs, le coéquipier de Mathieu, Thomas, a continué à surveiller les activités et les mouvements du gang. Il a suivi Enzo Morel à travers la ville et a finalement contacté Mathieu avec des informations détaillées sur l'emplacement actuel du gang et les activités prévues. Ce soir-là, Mathieu est rentré chez lui pour trouver Sophie émotionnellement bouleversée et conflictuelle. Elle avait découvert sa véritable identité et compris son véritable but à l'école. Elle a révélé
qu'elle avait tout appris des observations et des déductions minutieuses de Martin. Mathieu n'a pas tenté de nier la vérité. Au lieu de cela, il s'est complètement ouvert sur ses soupçons concernant la collaboration de Dupont avec les Vipères Rouges et sa détermination à démanteler leur réseau criminel pour protéger les élèves innocents et rétablir la sécurité dans l'environnement scolaire. L'équipe de surveillance a continué à surveiller intensivement les opérations du gang. Un jour, Thomas a contacté Mathieu avec des informations urgentes concernant une transaction de drogue majeure prévue près du quartier portuaire industriel. Mathieu est arrivé sur les lieux et ensemble, ils ont observé les Vipères Rouges négocier avec des acheteurs de drogue internationaux. Une fois qu'ils ont confirmé que la transaction illégale était en cours, Mathieu et Thomas ont lancé une attaque surprise coordonnée contre les deux groupes. Mathieu a concentré son agression sur les membres du gang, tandis que Thomas s'occupait des acheteurs qui tentaient de s'échapper par bateau. Au cours de la bataille chaotique, l'un des anciens coéquipiers de Mathieu, Romain Garnier, qui avait précédemment été en désaccord avec leur mission de justicier, a ordonné à un autre membre de l'équipe nommé Bruno d'éliminer Mathieu. Un combat brutal au corps à corps a éclaté entre Bruno et Mathieu, les deux hommes échangeant des coups dévastateurs. Finalement, Mathieu a réussi à assommer Bruno grâce à un entraînement et une détermination supérieure. Témoin de l'engagement inébranlable de Mathieu envers la justice, le coéquipier adverse a reconsidéré sa position et a décidé de soutenir la mission. Ensemble, ils ont vaincu Bruno, saisi l'importante somme d'argent de la drogue et se sont débarrassés des stupéfiants illégaux en les jetant dans l'océan. Le lendemain matin, Dupont a regardé un reportage sur le coup de filet de la drogue avec une anxiété croissante. Tout en traitant les implications de cette évolution, il a reçu un appel téléphonique menaçant du baron de la drogue international, qui était furieux des pertes financières importantes. Le baron de la drogue a exigé le remboursement immédiat de l'argent saisi et du produit détruit. Dans un état de panique, Dupont s'est précipité à l'école et a confronté Enzo au sujet de l'opération ratée. Au cours de leur conversation animée, il a réalisé que Vincent était responsable de l'orchestration de toute l'opération. Vincent n'a pas tenté de cacher son implication. Il a annoncé avec assurance que l'argent récupéré lors du coup de filet de la drogue avait été utilisé pour acheter des installations éducatives améliorées et fournir des repas gratuits aux élèves méritants. Alors qu'il faisait cette annonce positive, Dupont s'est précipité vers lui et a immédiatement mis fin à son emploi. Cependant, les actions héroïques de Vincent lui avaient valu une admiration et un soutien généralisé de la part des autres membres du corps professoral, des élèves et de M. Martin, qui approuvait désormais pleinement la mission de Vincent de nettoyer l'école. Martin a offert de fournir une assistance plus directe, mais Vincent l'a averti de faire preuve d'une extrême prudence, d'autant plus que Dupont pourrait travailler directement avec des éléments criminels. Martin voulait maintenir sa foi dans l'innocence de Dupont, mais son jugement était compromis par sa loyauté personnelle et sa confiance mal placée. Plus tard dans la nuit, Mathieu est redevenu la cible d'une violente tentative d'assassinat. Les membres du gang liés aux Vipères Rouges, ainsi que leurs alliés administratifs corrompus, étaient de plus en plus désespérés de l'éliminer parce que son enquête secrète exposait systématiquement leurs vastes opérations criminelles. Dans l'obscurité, Mathieu a échappé de justesse à une embuscade soigneusement planifiée. Des coups de feu ont retenti dans la nuit, et le véhicule de Mathieu a été criblé de balles et s'est écrasé contre un bâtiment voisin. Cependant, son entraînement militaire avancé et ses réflexes fulgurants lui ont permis d'éviter des blessures graves ou la mort. Simultanément, M. Martin, qui avait soutenu la mission de Vincent et travaillé contre l'influence du gang, s'est retrouvé empêtré dans des activités criminelles dangereuses. Dans le sous-sol de l'école, Martin a tenté de recueillir des preuves concrètes des opérations de drogue illégales du gang et de leur influence corruptrice sur l'établissement d'enseignement. Malheureusement, il a été découvert et pris en embuscade par Enzo et Carlos, des criminels clés profondément impliqués dans le réseau de trafic de drogue. Tragiquement,
Martin a été brutalement assassiné lors de cette confrontation et c'est le proviseur Dupont qui a personnellement procédé à l'exécution. La mort de Martin a été soudaine et choquante, dévastant tous ceux qui le connaissaient et le respectaient. Heureusement, un élève a été témoin du meurtre et a plus tard fourni un témoignage crucial à Mathieu et aux autorités policières sur ce qu'il avait observé. Le lendemain matin, la nouvelle de la mort de Martin s'est répandue rapidement dans toute l'école et la communauté environnante. Dupont, poursuivant son rôle de proviseur corrompu, collaborant secrètement avec les Vipères Rouges, avait déjà commencé à répandre de fausses rumeurs selon lesquelles Mathieu avait également été tué lors de l'attaque de la nuit précédente. De nombreux enseignants et élèves ont pleuré sa mort supposée, craignant que l'avenir de l'école ne soit désormais sans espoir, sans sa protection et son plaidoyer. Cependant, à la stupéfaction et à l'étonnement de tous, Mathieu est apparu à l'école bel et bien vivant et déterminé à poursuivre sa mission. Sa survie inattendue a semé la confusion et la terreur parmi ceux qui étaient impliqués dans les opérations criminelles du gang. L'existence continue de Mathieu était une preuve claire que les forces corrompues ne remporteraient pas la victoire facilement ou sans résistance importante. Alors que les tensions atteignaient leur paroxysme absolu, Mathieu a confronté M. Durand, un autre membre du corps professoral qui avait secrètement soutenu les opérations de trafic de drogue menées par les Vipères Rouges. Mathieu a défié Durand au sujet de sa trahison et de son implication directe dans les entreprises criminelles du gang. La confrontation a été intense et révélatrice, exposant la profondeur de la corruption qui s'était infiltrée dans la direction administrative de l'école. Pendant ce temps, les Vipères Rouges ont riposté en lançant une attaque violente coordonnée contre la maison de Sophie. Les membres du gang ont brisé des fenêtres, crié des messages menaçants et tenté de terroriser Sophie pour la soumettre. L'élève qui avait été témoin du meurtre de Martin cherchait désespérément Mathieu pour signaler ce qu'il avait vu. Alors, il s'est rendu à son domicile avec un camarade de classe. Cependant, Enzo les a également suivis jusqu'à la maison et les a pris en otage, leur liant la bouche avec du ruban adhésif en attendant l'arrivée de Mathieu. Mathieu est arrivé juste à temps pour tenter un sauvetage, mais les membres du gang n'ont pas immédiatement réalisé qu'il était la même personne que leur professeur Vincent. Ils lui ont sans le savoir permis d'entrer dans la maison, mais après ses attaques initiales, il a été temporairement maîtrisé par un nombre supérieur. Incapable d'aider immédiatement ou d'échapper à la situation dangereuse, Mathieu s'est retrouvé dans une situation de grave désavantage. Enzo a téléphoné à ses supérieurs criminels pour les informer que Mathieu Dubois et David Vincent étaient la même personne. Après avoir reçu cette information cruciale, le chef du crime a ordonné à Enzo d'éliminer Mathieu définitivement. Cette violente représaille a démontré jusqu'où l'organisation criminelle était prête à aller pour maintenir son contrôle et faire taire quiconque osait s'opposer à ces opérations illégales. Juste avant qu'Enzo ne soit sur le point d'exécuter Mathieu, il a entendu la sonnette retentir et a ordonné à Sophie d'y répondre. C'était la propriétaire de Sophie, inquiète, qui vérifiait les perturbations. Alors que Sophie la convainquait de partir sans soupçonner que quelque chose n'allait pas, Mathieu a utilisé cette distraction critique pour poignarder l'un de ses ravisseurs à la jambe avec un couteau dissimulé. Il a réussi à neutraliser la plupart des assaillants en utilisant ses compétences de combat supérieures, mais il n'a pas pu sauver Sophie de l'emprise d'Enzo. Le chaos a éclaté dans toute la maison et Enzo a placé son arme directement contre la tête de Sophie, exigeant que Mathieu rende son arme s'il voulait lui sauver la vie. Sans autre option viable, Mathieu s'est résigné à la demande et a laissé tomber son arme. Cependant, au moment crucial, l'élève otage a réussi à repousser l'arme d'Enzo loin de la tête de Sophie, le désarmant et créant une opportunité pour Mathieu de reprendre le contrôle de la situation. La menace immédiate étant neutralisée, Mathieu a reporté son attention sur la source ultime de la corruption, le proviseur Robert Dupont.
L'histoire se construit vers une confrontation finale explosive à l'école, où Mathieu et ses alliés restants se préparent à affronter les Vipères Rouges dans une dernière bataille désespérée pour reprendre l'établissement d'enseignement. La bataille a été intense et chaotique, avec des salles de classe détruites, des bureaux renversés et l'environnement d'apprentissage autrefois paisible transformé en une zone de guerre violente. Plusieurs vies ont été perdues ou gravement blessées au cours de ce conflit brutal, soulignant les conséquences dangereuses de permettre aux organisations criminelles d'infiltrer les établissements d'enseignement. Malgré la destruction et le carnage généralisé, Mathieu et son équipe se sont battus avec une détermination inébranlable et des compétences professionnelles. Ils ont travaillé ensemble systématiquement pour démanteler l'emprise du gang sur l'école, éliminant les membres clés et exposant toute l'étendue de leur réseau criminel. Plusieurs membres de l'équipe de Mathieu ont également péri au cours de la bataille finale. L'un a été abattu à la tête par des tirs ennemis, et un autre s'est sacrifié en faisant exploser des explosifs pour éliminer un groupe de criminels lourdement armés qui les avait cloués au sol dans une situation désespérée. La violence s'est poursuivie sans relâche, mais à un moment critique, Dupont est sorti de sa cachette et a tiré sur Romain Garnier dans le dos. Lui et ses associés criminels restants se sont ensuite cachés, attendant que Mathieu apparaisse afin qu'il puisse l'éliminer une fois pour toutes. Mathieu était extrêmement prudent lorsqu'il est finalement entré dans la zone. Il a éteint toutes les lumières avant de s'exposer, utilisant l'obscurité comme avantage tactique. Une violente bataille au corps à corps a éclaté entre Mathieu et Dupont, le proviseur corrompu apparaissant désespéré et de plus en plus déséquilibré, tandis que Mathieu portait des coups précis et tactiques. L'un des hommes de Dupont a réussi à tirer sur Mathieu à l'épaule, mais le tireur blessé a été immédiatement tué par Garnier, qui était à peine en vie et utilisait son dernier souffle pour protéger son coéquipier et ami. Maintenant qu'il ne restait plus que les deux principaux adversaires debout, leur confrontation finale a commencé sérieusement. Le combat brutal au corps à corps s'est poursuivi pendant plusieurs minutes, les deux hommes échangeant des coups dévastateurs et utilisant toutes les techniques de leurs arsenaux respectifs. Après une lutte prolongée et épuisante, Dupont a réussi à récupérer une arme et l'a pointée directement sur Mathieu, exigeant de connaître sa véritable motivation pour cette croisade. Si ce n'était pas pour l'argent, qu'est-ce qui le poussait à de telles extrémités ? Mathieu l'a regardé directement dans les yeux et a répondu avec conviction « Certains principes ne peuvent pas être compromis et certaines choses valent la peine de se battre, quel que soit le coût personnel. » Il a ensuite porté le coup décisif final qui a mis fin à la vie et à la carrière criminelle de Dupont de façon permanente. Enfin, Mathieu est sorti du bâtiment scolaire dévasté et a trouvé Thomas blessé mais vivant à la suite de la bataille. À la conclusion de ce chapitre violent, seuls Mathieu et son fidèle coéquipier Thomas sont restés debout après la violente confrontation. Avec le gang criminel finalement brisé et la direction corrompue éliminée, l'école pouvait commencer le long processus de rétablissement et de réadaptation. Les élèves et les membres